Donc de nouveau bienvenue. Donc sur ce webinaire juridique, je serai accompagnée de Maître Vincent Alazard du cabinet Rigaud. Donc vous le connaissez déjà, mais je vais lui laisser quand même quelques minutes pour se présenter et présenter donc le cabinet. Merci Marion. Donc Vincent Alazard, je suis avocat au sein du cabinet Rigaud Avocat. Donc on a un cabinet spécialisé en droit des rémunérations et des charges sociales, c'est-à-dire qu'on accompagne nos clients, donc exclusivement des entreprises, afin de les conseiller sur la mise en place de dispositifs de rémunération qui complètent le salaire. Donc notamment en protection sociale complémentaire, qui est le sujet qui va nous intéresser aujourd'hui. Donc oui, évidemment. Donc sur ce webinaire juridique, nous allons aborder la question du 1,5% tranche A. Sur ce webinaire, donc un petit cours sommaire. Donc nous allons aborder donc un petit contexte juridique, donc pour rappeler un petit peu d'où vient cette obligation du 1,5% tranche A. Ensuite, nous aborderons donc les bénéficiaires de cette obligation, le montant donc de la cotisation, donc qui est contenu bien évidemment dans son titre, et l'affectation de la cotisation, comment affecter donc ces 1,5%. Et enfin, nous finirons donc sur les cas de sanctions en cas de non-respect et en cas de manquement donc de l'employeur sur cette obligation du 1,5% tranche A. Et enfin, donc nous finirons sur une partie questions-réponses. Donc toujours encore, n'hésitez pas à poser vos questions donc dans l'onglet questions qui est dédié à cet effet. Donc ensuite, sur le contexte donc juridique, qu'en est-il et donc d'où vient cette obligation, Vincent? Alors oui, cette recontextualisation nous semblait nécessaire car l'obligation du 1,5 tranche A, c'est quelque chose qui est connu par beaucoup de monde, les gens en ont déjà entendu parler. Cependant, c'est une obligation qui est mouvante, notamment récemment. Et donc, ça nous semblait nécessaire d'en parler, de parler des questions qu'elle pose encore aujourd'hui et des nouveautés qui sont afférentes à cette obligation. Et avant d'arriver à cela, déjà, dire d'où elle vient et pourquoi tout le monde en a déjà entendu parler. La raison est que c'est une obligation ancienne qui remonte à 1947. Donc, c'est-à-dire, suite à la création de la sécurité sociale en 1945, peu de temps après, on se rend compte que la sécurité sociale ne couvre pas l'intégralité des risques, notamment pour les personnes qui sont à la retraite. La prestation de retraite servie par la sécurité sociale ne permet pas de compenser la totalité de la perte de revenus pour les gens qui passent à la retraite. C'est pour cette raison que des caisses de retraite complémentaires ont été créées pour les salariés. D'abord en 1947, la GIRC, qui est donc la retraite complémentaire des cadres. Et pourquoi les cadres? Parce que c'est ceux qui avaient la plus grande perte de gain lors du passage à la retraite. Donc la GIRC a été créée pour fournir une retraite complémentaire aux cadres. Et à cette occasion, la GIRC est gérée par des partenaires sociaux, donc des organisations syndicales et patronales représentatives des salariés et des employeurs, ont aussi décidé, en parallèle de cette retraite complémentaire qu'ils mettaient en place, de prévoir une obligation complémentaire en matière de prévoyance pour ces salariés, et notamment pour les cadres. L'objet était que lors de perte de revenus des cadres, parce qu'ils devaient s'arrêter de travailler pour une raison liée du coup à la prévoyance type arrêt de travail, invalidité, voire décès, il y avait une perte de gain très forte pour leur famille et ils avaient aussi une capacité d'épargne compte tenu de leur salaire. À ce titre, les partenaires sociaux ont décidé de créer cette obligation donc, du 1,5 tranche A en matière de prévoyance qui pèse sur les employeurs en parallèle de la création du régime de retraite complémentaire des cadres. Et donc cette obligation du 1,5 tranche A a été prévue dans ce qu'on appelle la convention collective de 1947 qui fonde la GIRC et est restée à l'identique donc jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi on en a beaucoup parlé à nouveau et pourquoi cette obligation pose à nouveau question? C'est suite, vous en avez très certainement entendu parler, de la fusion de la GIRC avec sa caisse jumelle qui est l'ARCO. L'ARCO qui a été créé en 1961 pour couvrir les non-cadres en matière de retraite complémentaire et il a été décidé pour des raisons de coûts et d'économie structurelle de fusionner ces deux caisses de retraite, celle des cadres et des non-cadres, pour créer la GIRC ARCO en un an. Et cette fusion a eu lieu au 1er janvier 2019 en application d'accords qui ont été conclus le 17 novembre 2017. Ces accords du 17 novembre 2017 du coup fondent le régime GIRC ARCO et à cet égard abrogent les accords précédents qui fondaient la GIRC et l'ARCO. Donc l'accord du 17 novembre 2017 abroge la CCN de 47 et l'accord qui fonde l'ARCO de 1961. Et en abrogeant cet accord de 47,
l'accord de 2017 abrogeait également l'obligation du 1,5 tranche A. Pour autant, cette obligation n'a pas disparu, pour la bonne et simple raison que les partenaires sociaux ont décidé de la réintroduire, de la remettre dans l'accord de 2017. C'est-à-dire que cette obligation du 1,7 tranche A été maintenue à l'identique par les partenaires sociaux dans l'accord du 17 novembre 2017. Donc c'est une obligation qui concerne donc les salariés cadres. Ouais. Mais quels sont exactement donc les bénéficiaires de cette obligation du 1,5% tranche A? Alors effectivement, la définition de cadre peut poser question pour la simple et bonne raison qu'elle n'est pas définie légalement. Il n'y a pas de définition par le législateur de ce qui est un cadre. Et déjà en 1947, on ne savait pas ce qu'était un cadre. Sauf que la GIRC était obligée de définir clairement ce qu'étaient les cadres pour la simple et bonne raison que c'était la seule population qui pouvait y adhérer. Donc pour déterminer la population qui devait adhérer à la caisse de retraite des cadres, la GIRC a défini les cadres. C'est ce qu'on appelle vulgairement souvent les articles 4, qui sont les vrais cadres définis par la GIRC, et les articles 4 bis, qui sont des assimilés cadres. Cette définition des cadres a été reprise dans l'accord de 2017 qui prolonge l'obligation du 1,5 tranche A. C'est-à-dire que les articles 4 aujourd'hui, les vrais cadres sont devenus les articles 2.1 de l'accord de 2017 et les assimilés cadres, donc les 4 bis, sont devenus les 2.2. Et donc lorsqu'on lit l'accord de 2017, les 2.1, 2.2 sont les cadres qui bénéficient à ce titre de l'obligation du 1,5 tranche A. Là où il peut y avoir un débat, en revanche, c'est sur ce qu'on appelle les articles 36. Alors les articles 36, c'est dans la convention de 1947 qui fonde la GIRC. On avait donc les articles 4, les cadres, les articles 4 bis, les cadres assimilés, et en plus il y avait un article 36 qui portait sur certains étames, donc des techniciens de maîtrise, qui pouvaient être qualifiés de cadres au sens du régime GIRC. Et on s'est posé la question de est-ce que ces articles 36 peuvent bénéficier du 1,5 tranche A. Alors aujourd'hui, ils existent toujours sur une autre interpellation, sur une dénomination qui est les intégrés APEC. Parce que donc l'article 36 de la CCN de 1947 a disparu. Pour autant, pour que ces articles 36 puissent continuer à être considérés comme des cadres en protection sociale complémentaire, le législateur a créé un dispositif qui permet de redéfinir ces salariés par accord de branche, c'est-à-dire que la branche va dire quels sont ces étames qui peuvent être considérés comme des cadres, et après un agrément de l'APEC, qui est une association paritaire en lien avec l'assurance chômage, ces étames peuvent être basculés en cadre et considérés comme cadres. C'est pour ça qu'on les appelle les intégrés APEC. C'est-à-dire que lorsqu'ils sont définis par accord de branche, ces étames, et que cet accord de branche est agréé par l'APEC, ils sont intégrés dans le régime de protection sociale complémentaire des cadres. Et à ce titre, on les qualifie de intégrés APEC. Pour autant, bien qu'ils soient considérés comme des cadres pour le régime de protection sociale complémentaire, est-ce que l'employeur est redevable envers ces articles 36, aujourd'hui appelés intégrés APEC du 1,5 tranche A? On peut très sérieusement en douter, pour la simple et bonne raison que le 1,5 tranche A concerne uniquement les salariés visés dans l'accord de 2017, et l'accord de 2017 ne mentionne que les cadres, article 2.1, et les cadres assimilés, article 2.2. En revanche, il ne mentionne pas les intégrés APEC. Donc en toute logique, les intégrés APEC ne sont pas concernés par l'obligation du 1,5 tranche A juridiquement. Donc du coup, si ce fameux ANI de 2017 ne reprend pas donc, les ex-articles 36, et donc les aujourd'hui intégrés APEC, donc ces salariés-là ne seraient pas concernés par ce 1,5% tranche A. Alors, en théorie, l'employeur n'a pas d'obligation de respecter le 1,5 tranche A pour ses intégrés APEC. En revanche, comme on l'a évoqué, lorsque un accord de branche définit ces étames qui peuvent être cadres, que l'accord de branche est agréé par l'APEC, ils peuvent être considérés comme des cadres. Et à ce titre-là, ils sont placés dans la catégorie objective des cadres dans les régimes de protection sociale complémentaire, et notamment en matière de prévoyance. Donc en pratique, si ces intégrés APEC sont placés dans la catégorie des cadres, ils vont bénéficier du même régime que les cadres, pour qui on doit respecter le 1,5 tranche A. Donc, en théorie, l'employeur n'a pas à respecter l'obligation du 1,5 pour les intégrés APEC. En pratique, dès lors que ces salariés sont considérés comme des cadres et placés à ce titre dans le régime de protection sociale complémentaire des cadres, ils vont en bénéficier. Ok. Donc on parle de 1,5% de tranche A, mais quelle est cette tranche A? Donc cette tranche A, c'est la tranche
de rémunération donc, qui est inférieur au plafond qui est fixé par les cotisations de sécurité sociale. Donc ce plafond-là est considéré comme le plafond annuel de la sécurité sociale, plus communément appelé le PASS. Et ce PASS-là, si donc on le ramène mensuellement, donc on appelle ça le plafond mensuel de la sécurité sociale, donc le PMSS. Le PMSS en 2026, donc c'est égal à 4 005 €. Et donc le PASS, forcément, donc multiplié par 12, on est plutôt à 48 060 € en 2026. Mais donc, quelle est cette tranche A, finalement? Alors oui, pourquoi on parle du 1,5 tranche A? C'est par référence encore historique à la création du coup de la GIRC. Les cotisations de retraite complémentaires étaient payées sur une assiette qui était évaluée en tranches. Il y avait la tranche A qui était pour les rémunérations entre 0 et 1 PASS, donc comme l'a évoqué Marion, 48 060 € en 2026. Et après, du coup, il y avait les cotisations de retraite complémentaires sur la tranche B, donc de 1 à 4 PASS, et de la tranche C de 4 à 8 PASS. Et donc, lorsqu'on dit qu'on doit cotiser à 1,5% de la tranche A, c'est-à-dire 1,5% en 2026 de 48 060 €. Donc 1,5 jusqu'à la tranche A. Et aujourd'hui, ces tranches existent toujours. Dans le régime Agirc-Arrco, sauf qu'on ne parle plus de tranche A, on parle de tranche A et B, on parle de tranche 1 et 2. Dans le régime Agirc-Arrco, la tranche 1 étant identique à la tranche A, c'est-à-dire c'est les rémunérations jusqu'à 1 PASS, et la tranche 2, c'est les rémunérations de 1 PASS jusqu'à 8 PASS. Donc aujourd'hui, on pourrait appeler ça le 1,5 tranche 1, sauf que pour ces raisons historiques et par habitude, on continue à l'appeler le 1,5 tranche A, bien que ce soit la même chose, c'est je cotise à hauteur de 1,5 sur la 1 PASS, donc 48 060 €. Et cette question pose du coup aussi, interroge sur comment est-ce que je paye cette cotisation pour les cadres qui ont une rémunération inférieure à un PASS, c'est-à-dire les cadres qui ont une rémunération qui ont une rémunération annuelle inférieure à 48 060 €. Est-ce que ce 1,5 c'est quand même sur le PASS ou est-ce que c'est lié à leur rémunération? C'est-à-dire, ça serait 1,5 non pas de 1 PASS, mais de la rémunération du salarié cadre qui serait un peu inférieure. A priori, il y a un débat là-dessus, on n'en est pas certain, mais la logique est que ce 1,5% du PASS n'est pas un montant forfaitaire, c'est bien un montant qui est lié à la rémunération du salarié. Donc si jamais le salarié a une rémunération inférieure à un PASS sur l'année, normalement le 1,5 est calculé sur sa rémunération réelle et non pas sur une rémunération forfaitaire qui est liée au PASS. Très bien. Et donc finalement, est-ce que ce taux de 1,5% tranche A, donc l'employeur doit cotiser pour ses cadres, est-ce que ce taux est donc réellement impératif? Alors ça, c'est un grand débat, en tout cas d'actualité ou des derniers mois. C'est que pendant longtemps, on a considéré que ce 1,5 de la tranche A était on ne pouvait pas y déroger, ni par accord collectif, ni par accord, notamment par accord d'entreprise, ni par une décision unilatérale de l'employeur. Pour la simple et bonne raison qu'il est issu d'un accord national interprofessionnel conclu par l'Agirc-Arrco, et on sait que le régime Agirc-Arrco, c'est un régime spécifique du fait de son fonctionnement, notamment il fonctionne en monopole, exactement comme la sécurité sociale. Et on ne peut pas déroger à la sécurité sociale. La grande nouveauté, c'est que la branche de la métallurgie a, ces dernières années, décidé de déroger à ce taux. Pour vous redonner un peu de contexte, dans la métallurgie, il y avait un accord de branche pour les cadres national. Par contre, pour les non-cadres, il y avait un accord de branche par département. Et donc une myriade d'accords. Les partenaires sociaux ont décidé de rationaliser ces accords en créant un seul accord de branche national, notamment pour les cadres et les non-cadres. Cet accord de branche national a été signé en 2022 et prévoit, dans sa partie sur la protection sociale complémentaire, un taux qui déroge au 1,5. C'est-à-dire que c'est un taux égal à 1,12% de la rémunération du salarié, donc inférieur au 1,5. Et l'accord de branche va même plus loin en disant expressément, en se fondant sur un article du Code du travail, celui que vous voyez à l'écran, le L2252.1, que les entreprises ont l'autorisation de déroger au 1,5 tranche A. Donc la question naturellement qu'on se pose, c'est est-ce que la branche de la métallurgie pouvait légalement faire ça? Le 2252.1 du Code du travail prévoit effectivement qu'un accord de branche peut déroger à un accord de niveau supérieur, et donc notamment un accord national interprofessionnel comme
l'accord de 2017 qui prévoit le 1,5%, si cet accord ne prévoit pas expressément qu'on ne peut pas y déroger. Et la branche de la météorologie a considéré que l'ANI de 2017 ne prévoyait pas expressément qu'on ne pouvait pas déroger au 1,5 et a donc décidé de prévoir un taux dérogatoire. Cette action de la branche de la météorologie, étant donné que c'est la toute première à faire ça et de la nouveauté depuis 1947, pose nécessairement un débat, notamment sur la spécificité du régime Agirc-Arrco et sur la possibilité d'y déroger. Toujours est-il que l'accord de branche de la météorologie a été étendu, c'est-à-dire qu'il a été rendu obligatoire à toutes les entreprises de la branche par le ministère compétent. Et lors de la procédure d'extension, le ministère compétent doit notamment vérifier de la conformité juridique de l'accord. Et donc, vu que cet accord a été étendu, c'est que le ministre a considéré qu'il n'y avait légalement rien à redire. Et donc, c'est déjà un indice sur la légalité du 1,5% qui, aujourd'hui, en tout cas, n'est plus totalement indérogeable. Ok, donc finalement, nous avons la possibilité de déroger à ce 1,5% de tranche A, mais ça constitue quand même toujours une obligation pour l'employeur, donc de cotiser si son accord de branche ne prévoit pas cette dérogation. Oui, tout à fait. Sur l'obligation donc de contribution au 1,5% de tranche A, donc c'est une obligation donc, de l'employeur de verser cette contribution donc, à un organisme assureur, donc ça c'est ce que prévoit le texte. Et donc cette obligation pour l'employeur sous-entend donc forcément la souscription d'un contrat d'assurance pour couvrir donc ses salariés cadres, donc en contrepartie du versement de cette cotisation sur des garanties, donc des garanties de prévoyance a priori. Donc voilà, donc sur l'affectation de la cotisation, donc à quel type de garantie doit être affectée cette cotisation? Alors, il faut encore se reporter à l'accord qui institue cette obligation, donc l'accord 2017, qui nous dit que le 1,5% du coût de la cotisation d'assurance versée par l'employeur, c'est une charge exclusivement patronale, doit être affecté, l'accord nous dit, par priorité à la garantie d'essai, sans autre précision. Donc, bien sûr, il y a eu des débats sur qu'est-ce que veut dire par priorité. Il y a une lettre Agirc ancienne de 1994, mais ça n'a jamais été repris jusqu'à aujourd'hui et la pratique continue à se baser sur cette lettre de 1994 qui nous dit que par priorité signifie au moins la moitié. Donc au moins la moitié de 1,5 doit être affectée à du décès. Donc autrement dit, 0,76% de la cotisation d'assurance doit être affectée à du décès. Donc sur ces 1,5%, il nous reste quand même 0,74% qui doit être affecté à des avantages en matière de prévoyance, nous dit le texte, mais la prévoyance sous-entend donc prévoyance lourde, donc on pense naturellement à l'invalidité et à l'incapacité. Mais est-ce qu'il est possible d'intégrer à ce 1,5% tranche A le régime de frais de santé? Alors c'est une question aussi vieille que la création de cette obligation en 1947. Est-ce que des avantages en matière de prévoyance, pour du coup pour utiliser les 0,74%, est-ce que c'est uniquement incapacité invalidité ou également les frais de santé? Et cette question, et donc il n'y a jamais eu de réponse claire jusqu'à assez récemment, parce que cette question s'est posée avec plus de force suite à la généralisation de la complémentaire santé. C'est-à-dire que toutes les entreprises ont été obligées de mettre en place des régimes frais de santé auprès de leurs salariés, et donc ils souhaitaient savoir si ils devaient quand même cotiser jusqu'à 1,5 en matière de prévoyance lourde, ou si cette cotisation qui devait obligatoirement verser en matière de frais de santé pouvait être utilisée pour respecter leur obligation du 1,5. Il y a eu plusieurs arrêts de cour d'appel, mais notamment en 2022, un arrêt de la Cour de cassation qui a permis de trancher définitivement et clairement ce débat. L'arrêt de 2022 nous dit que prévoyance inclut aussi les frais de santé, que les partenaires sociaux n'ont pas précisé et n'ont pas souhaité distinguer, et donc il n'y avait pas lieu de distinguer. Donc la Cour de cassation a bien affirmé que dans ces 0,74%, on pouvait inclure les frais de santé. Mais par contre, il faut quand même être assez vigilant, puisque au régime de frais de santé, il peut également exister des dispenses d'adhésion. Donc oui. Si un cadre se dispense de l'adhésion au régime de frais de santé proposé par son employeur, que se passe-t-il au niveau de la cotisation? Oui, donc ça c'est une grande différence entre la prévoyance lourde et les frais de santé, en tout cas aujourd'hui, c'est qu'en matière de frais de santé, vu qu'il y a une obligation pour les entreprises de les mettre en place et une obligation pour les salariés d'y adhérer, il est prévu des cas de dispense qu'on appelle de droit, c'est-à-dire que les salariés peuvent, de leur propre initiative, et à certains moments, forcer leur employeur
à les dispenser. C'est-à-dire que les employeurs ne peuvent pas s'opposer à la dispense des salariés, quand bien même cette dispense n'est pas prévue dans l'acte qui fonde le régime. Donc c'est une dispense qui s'impose à l'employeur. Et ça, c'est pour l'instant exclusivement en matière de frais de santé. Ce qui veut dire que si l'employeur inclut son financement du frais de santé dans les 1,5 tranche A, si le salarié cadre lui impose sa dispense, cela signifie que l'employeur ne respecte plus le 1,5, son obligation du 1,5 et qu'il n'est plus en maîtrise de la respecter dès lors que le cadre peut lui imposer sa dispense. Et donc il faut manier cette intégration des frais de santé dans l'obligation du 1,5% avec prudence, car en cas de dispense du salarié qui s'impose à l'employeur, celui-ci est en défaut. Mais donc finalement, il faut quand même rester vigilant sur l'affectation du 1,5% sur le régime de frais de santé, puisque, comme on le sait, en cas de manquement, il existe des sanctions. Et donc ces sanctions, Vincent, vous allez nous les présenter. Oui, ces sanctions qui sont de deux ordres. Il y a une sanction conventionnelle et une sanction jurisprudentielle. La sanction conventionnelle, c'est celle qui est prévue, toujours pareil, par l'accord de 2017 qui fonde cette obligation, qui nous dit du coup quelle est cette obligation, qui la définit. C'est tout ce qu'on vient de vous présenter avec Marion, mais également qui fixe des sanctions, ce qui permet de rendre cette obligation contraignante. Et la sanction, elle est claire, c'est le cadre qui, en cas de décès, n'est pas couvert par une garantie qui est au moins égale, qui respecte le taux de 1,5%, les non-cadres, les ayants droit du cadre ont l'autorisation de demander, ont le droit de demander 3 passes, un montant, une somme égale au moins à 3 passes à leur employeur, ce montant étant de 144 180 € en 2026. L'employeur peut être condamné à ce montant-là si jamais cette obligation n'est pas respectée et devra la verser donc aux ayants droit du salarié. Ça, c'est la première sanction qui est la sanction conventionnelle. En plus, il y a une sanction qui a été déterminée par la jurisprudence qui est liée en fait à la réparation intégrale des préjudices. La jurisprudence nous dit que si le salarié, enfin plutôt l'ayant droit, n'est pas intégralement, ses préjudices ne sont pas intégralement réparés suite au versement des 3 passes, donc les 144 000 €, le salarié a le droit à l'indemnisation, une indemnisation complémentaire au titre de ses préjudices financiers, c'est-à-dire notamment la prestation auquel il aurait eu droit si l'employeur avait effectivement couvert le cadre, mais aussi ses préjudices moraux qui sont liés notamment à la procédure qu'il a dû mettre en œuvre, les coûts d'avocat qu'il a dû payer, etc. Donc c'est le coût, il y a un coût complémentaire qui peut même être au-delà de ces 144 000 € qui constituent la sanction de base. Oui, donc quand même une grosse sanction pour l'employeur qui ne respecte pas ses obligations. Ensuite, nous vous avons fait donc une petite slide récapitulative de tout ce que nous venons de nous dire. Donc, ce qu'il y a à retenir sur ce webinaire, donc c'est une obligation pour l'employeur, une obligation donc de souscrire un contrat d'assurance pour la prévoyance de ses cadres, donc de ses salariés cadres. Donc, c'est un taux de cotisation pour la prévoyance de 1,5% donc de la tranche de rémunération A ou 1 actuellement. Finalement, donc c'est un financement qui est 100% patronal, donc 100% financé par l'employeur pour ses salariés cadres. Et cette contribution, donc au niveau de son affectation, donc c'est en priorité sur le risque décès, donc 0,76%, et les 0,74% restants peuvent être affectés sur de la prévoyance. Donc aujourd'hui, notre conseil, c'est plutôt sur de la prévoyance lourde, donc l'incapacité et l'invalidité, pour éviter donc toute fonction ou tout manquement de l'employeur en cas de dispense d'un cadre au régime de frais de santé. Donc à présent, nous allons passer à la partie questions-réponses. Nous allons regarder si des questions nous ont été posées sur cette thématique. A priori, nous n'avons pas de questions. Nous allons peut-être attendre 2-3 minutes, savoir si des questions subsistent dans votre esprit sur cette thématique. Sinon, c'est toujours un plaisir d'être avec vous en webinaire. Alors, nous avons une question de Jennifer.
Que répondre à un assureur qui ne souhaite pas appliquer les 1,5% de prévoyance cadre, car il considère que la cotisation frais de santé vient compléter cette obligation? En soi, il a raison, hein, c'est que du coup, la cotisation frais de santé vient effectivement compléter cette obligation, c'est-à-dire sur les 0,74%, juste que s'il y a un départ, une dispense du salarié, le risque, il est chez vous, le risque est chez l'entreprise, qui du coup manquerait à son obligation. Donc normalement, ça c'est après des discussions avec l'assureur. Bien sûr, en termes de cotisation d'assurance, ça coûte un peu plus cher, mais c'est à l'assureur d'adapter sa garantie a priori. Ouais. Alors nous avions une question de Marine. Alors attendez, non. Non, une question de Isabelle qui demandait qui collecte le 1,5%. Donc on a répondu pendant cette présentation. C'est collecté donc par l'organisme assureur, donc souscripteur du contrat d'assurance. Organisme assureur qui peut être donc qui est librement choisi par l'entreprise, hein. L'entreprise détermine donc le prestataire pour donc les raisons qu'elle décide, hein, c'est-à-dire notamment le coût et les garanties proposées. Et donc ce prestataire, c'est un organisme assureur qui du coup collectera auprès de l'entreprise et de ses salariés le 1,5. Très bien. Je vois que quelqu'un est en train d'écrire une question. Je ne sais pas si on attend qu'elle nous transmette sa question. Mais sinon, autrement, en fin de présentation, là, nous allons vous transmettre donc un QR code. Ce QR code-là donc, vous permettra d'accéder au site donc, de Collectim et à toutes les newsletters, en tout cas les dernières newsletters qui ont été publiées. Donc, nous avons les newsletters, mais également des jurys infos. Voilà. Alors Carla, donc, elle nous a posé sa question. Le taux de 0,76% en priorité sur le risque décès inclut-il la rente conjoint et la rente éducation? Alors normalement sur le risque décès, il y a plusieurs garanties qui peuvent être appliquées. Il y a effectivement un capital, mais il y a aussi des rentes qui peuvent être versées. L'ANI 2017 ne prévoit pas des limitations sur la nature de la prestation versée en cas de décès. Donc dès lors que c'est une prestation qui est déclenchée par le décès de l'assuré, c'est inclus effectivement dans ces 0,76%, quelle que soit la nature. Ce n'est pas forcément un capital. Très bien. Alors je vois Isabelle nous pose de nouveau une question. Pour elle, donc, ce n'est pas clair puisque est-ce que Collectim sera le collecteur de ces 1,5%? Donc oui, hein, tout à fait Collectim. Donc nous sommes courtiers en assurance et délégataires donc de gestion de l'assureur. Donc nous collectons les cotisations auprès des établissements, donc auprès de vous, pour derrière donc faire un reversement auprès de l'organisme assureur. Donc cette obligation est totalement respectée lorsque vous souscrivez un contrat d'assurance par l'intermédiaire de Collectim. Voilà. Alors maintenant, on va vous mettre le petit QR code pour accéder donc à la newsletter. Tac, tac, tac. Voilà, je ne sais pas s'il apparaît à l'écran. Voilà, donc le QR code vous permet d'accéder donc à la newsletter, mais également aux précédentes newsletters et au jury info. Donc vous pouvez le flasher et accéder directement à la page de Collectim. En cas de questions qui subsistent, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre chargé d'affaires qui nous transmettra toutes vos questions et puis nous tâcherons de répondre à vos interrogations donc, par retour de mail ou directement par téléphone. Voilà, nous vous souhaitons une très bonne journée et nous vous remercions d'avoir assisté à ce webinaire et d'avoir été si attentifs avec nous. Et nous vous retrouvons pour un prochain webinaire prochainement. Merci à tous.